Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé un super week-end et que en ce lundi matin, eh bien vous faites briller votre petit soleil intérieur qui brille de mille feux et que vous avez su vous ressourcer, que vous avez réussi à envoyer de la lumière à travers le monde, à travers vos pensées, vos envies, toutes les choses que vous avez pu faire, pu réaliser, enfin, voilà, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est marrant que dans ce monde, ce soit tellement mal vu, tellement gnangnan, tellement, je sais pas, ouais, tellement vu comme bisounours, de dire qu'on a envie de bonnes choses, en fait. Qu'on a envie que le monde aille mieux, qu'on a envie qu'il y ait la paix un peu partout, et puis que on arrête d'être dans une logique guerrière. Et c'est même aujourd'hui considéré comme carrément... Enfin, quand tu dis que tu aimerais bien la paix à Gaza, tu peux être traité d'antisémite parce que tu dis juste que tu veux la paix, quoi. C'est quand même incroyable qu'on en soit réduit là. Et donc à travers le monde, il y a énormément de conflits, hein. Donc il y a certains conflits sur lesquels on va se focaliser principalement pour des raisons économiques, hein, pour des raisons d'argent en fait, hein. Certains conflits sont mieux vus que d'autres parce qu'ils permettent de blanchir de l'argent, parce qu'ils permettent d'entretenir... Bon, dans la majorité des cas, hein, les conflits, ça sert à quoi? Ça sert à entretenir le commerce des armes, hein, ce qui est un des plus florissants au monde, le premier même, je crois, qui est le plus florissant. Donc voilà, les guerres, ça sert avant tout à ça, faut pas se raconter d'histoire. Ça sert à pouvoir s'emparer de certaines terres, ça sert à prendre le pouvoir sur l'économie du pays une fois que la guerre sera finie et qu'on reconstruira, ou alors il sert à du blanchiment d'argent, hein, comme dans un certain pays dirigé par un ancien acteur. Un ancien acteur qui a été pris dans les Panama Papers, les Pandora Papers plutôt, donc une affaire de corruption. Et voilà, c'est à ce gars-là qu'on file de l'argent, qu'on file des milliards, auquel on a encore signé un beau chèque. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Ce monde est fou. Donc c'est marrant. La dernière fois, je sais plus, je crois que j'en ai déjà parlé, mais la dernière fois j'ai demandé à l'IA, parce que maintenant on peut poser des questions à l'IA. Avec les moteurs de recherche, et je demandais à l'IA, est-ce qu'on vit dans une simulation? Et l'IA me répond, je crois qu'elle me répond que à 50% c'est possible qu'on vive dans une simulation. Donc ouais, écoutez, c'est marrant. Donc l'IA, après, hein, ce ne sont que des humains qui programment qui programment l'IA, hein. C'est pas, l'IA ne pense pas par elle-même, hein. Ce sont des humains qui programment, et puis elle répond ce qu'on lui dit de répondre en quelque sorte. Mais voilà, des fois c'est marrant les réponses qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Donc est-ce qu'on vit dans une simulation? Eh bien, j'aimerais bien qu'on vive dans une simulation parfois, en me disant que toutes les horreurs qu'on entend finalement, elles ont pas une vraie réalité. Enfin, elles ont pas une vraie réalité. Elles sont pas réelles quelque part. C'est un peu du vent, mais bon, voilà, c'est une espèce de fantasme qu'on caresse, hein, que les choses ne soient pas réelles, ou alors c'est la façon dont on appréhende la réalité, avec parfois un sentiment justement d'irréalité. On se demande ce que c'est que ce monde, et qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est vrai que ces dernières années, depuis qu'il y a eu le Covid, je trouve que, enfin, en tout cas pour ma part, il y a beaucoup de moments où je suis comme ça en me disant, mais est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est réel? Il y a tellement de choses dans notre réalité qui nous mettent dans une situation de dissonance cognitive. C'est-à-dire, t'entends un truc, mais tu vois autre chose. Comme par exemple, je parlais de la guerre et de la paix à l'instant. Les gens qui te disent on veut la paix, on est là pour préserver la paix, ce sont les gens qui travaillent à entretenir la guerre, en fait. Ou alors les gens qui te disent on veut un meilleur
au meilleur système social, ou que ça aille mieux pour les Français, enfin des trucs comme ça. Et puis à côté, ben, ils s'ingénient à détruire justement le système social et à faire que ça aille pas mieux pour les Français, au contraire. Donc on est tout le temps pris dans une espèce de dissonance cognitive constante. Après, on y est plus ou moins sensible selon ce qu'on regarde. Il est vrai aussi que plus on va regarder quelque chose et plus on va être attentif à cette chose. Hein. C'est comme quand tu veux acheter une voiture d'un certain type, tu vas avoir tendance à avoir cette voiture partout. Ou bien quand on est amoureux on a tendance à, enfin je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi quand j'étais vraiment amoureuse en début de relation, t'as un peu l'impression de voir la personne que tu aimes un peu partout. Enfin, tu cherches tu repères des silhouettes qui lui ressemblent un peu partout, parce que ben t'as ce sentiment amoureux fort en début de relation. Ouais, donc quand on est intéressé par un domaine d'une certaine façon, bah, si on scrolle beaucoup sur les réseaux sociaux sur ce domaine-là, et ben qu'est-ce qui va nous proposer? De plus en plus de choses qui vont dans le sens de ce qui nous intéresse, puisque le but c'est de nous retenir le plus possible sur les réseaux. Donc forcément on nage dans un bain particulier, hein. Chacun de nous nage dans un bain particulier. Celui qui ne s'intéresse pas à l'actualité, il baigne dans un bain où il s'intéresse pas à l'actualité. Et celui qui s'y intéresse, mais d'un certain point de vue, d'une certaine optique, il aura de plus en plus d'informations qui iront dans ce sens-là. Et puis on est comme ça, on a des biais, hein, où on va aller chercher des choses qui confirment ce qu'on pense déjà. C'est normal, c'est ce qui fait notre humanité, hein, donc faut pas. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. On ne peut pas s'en vouloir de ça. Après, l'essentiel, c'est qu'on puisse arriver à communiquer autour de ça, à échanger. Et puis, il y a aussi le fait que, c'est ce que je constatais ce week-end, que il y a aussi le biais médiatique, c'est-à-dire que les médias qui sont possédés par des milliardaires, ils nous proposent, ils nous offrent des centres d'intérêt, c'est-à-dire les médias dirigent constamment notre intérêt vers une chose ou vers une autre, focalisent vers ce sur quoi on est censé être focalisé. Et je repensais ce week-end beaucoup à la situation en Martinique. Moi, je suis originaire de la Martinique, et au fait que il y a toujours ce biais. Alors, c'est pas propre à la Martinique finalement, c'est propre à toutes les fois où il y a des émeutes. Enfin, il y a des revendications citoyennes. Le traitement médiatique, souvent, ça va être de pointer l'aspect casseur, l'aspect personne qui revendique violemment, et avoir tendance à faire l'impasse sur la cause première. Donc la cause première en Martinique de la révolte, c'est les 40% de vie chère qui sont là depuis des décennies et qui étouffent une certaine partie de la population. Le traitement journalistique, enfin le traitement médiatique, hein, d'une façon globale, comme on a pu le voir avec les gilets jaunes aussi à l'époque, hein, où au début on a beaucoup parlé du mouvement, du pourquoi, et puis petit à petit on en est venu à parler surtout de la violence en manifestation, de pointer des gens qui avaient eu soi-disant un comportement antisémite. Enfin voilà, on en est venu à focaliser sur ça et à oublier, enfin à vouloir faire oublier en quelque sorte le point de départ, le pourquoi. Pour la Martinique, je pense pas que les médias vont arriver à ça. Donc ils ont une façon de traiter qui a été beaucoup, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais d'un peu silencer ou d'atténuer en fait. Voilà, donc je voyais que apparemment les médias étrangers couvrent mieux l'information. Voilà, ils ont repéré qu'il y avait eu 500 voitures qui avaient été brûlées, alors que les médias français donnaient un autre son de cloche. Donc il y a peut-être une espèce d'atténuation. Alors pourquoi ? Moi je me dis que
peut-être que la crainte, c'est que, en voyant ce qui se passe en Martinique, la Guadeloupe va certainement suivre parce que les Guadeloupéens, ils sont encore plus chauds que les Martiniquais au niveau de la résistance, de la révolte, hein, parce que c'est aussi une question d'histoire. Hein. Ce sont des îles qui ont été colonisées. Donc, dans un premier temps, quand les colons blancs sont arrivés, il y avait des Indiens caraïbes qui sont morts surtout du fait des maladies qu'apportaient les colons. Mais bon, ils ont été maltraités de toute façon. Ensuite, quand le commerce de la canne à sucre s'est développé, on a fait venir des esclaves d'Afrique. À partir de là, il y a eu quand même une tradition de la révolte, hein, parce que dans les livres d'histoire, on va vous dire que Victor Schœlcher et compagnie ont permis l'abolition de l'esclavage, mais ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est que les esclaves, ils marronnaient. Hein. Marronner, ça veut dire s'enfuir, et ils résistaient autant qu'ils pouvaient. Ils résistaient, pas tous bien sûr, mais il y en avait beaucoup qui résistaient, qui s'enfuyaient. Il y avait des femmes qui refusaient que leurs enfants se retrouvent en esclavage. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles avortaient ou elles tuaient leur bébé. Hein. Je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas lu, le livre de Toni Morrison, Beloved. Donc ça se passe pas en Martinique, ça se passe pas dans les Antilles françaises, ça se passe aux États-Unis, mais c'est le même mécanisme de révolte. On se révolte comme on peut, hein. On n'est pas, on se révolte comme on peut, on se révolte comme on est aussi, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément cette force de caractère, ce courage. Mais voilà, donc il y a cette tradition de la révolte, il y a cette tradition de la lutte comme on peut, et il y a cette tradition aussi, donc de la part de l'État français, d'une réaction, quel que soit là où balance le pouvoir français, gauche, droite, centre, il y a toujours cette réaction face aux révoltes outre-mer de répondre par la violence. Donc ça s'est fait assez fréquemment. J'ai pas les dates en tête, mais il y a eu des révoltes ouvrières qui ont été comme ça. Calmer entre guillemets dans le sang, c'est quand même assez récurrent en fait. Le fait que l'État se pare d'une violence légitime et réagisse aux revendications. D'abord en attendant que la sauce monte, que ça devienne effectivement violent en face, et à ce moment-là, réagir avec une violence qui serait soi-disant légitime, mais qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la Martinique, les gens qui sont à l'initiative du mouvement, se plaignent, d'avoir été gazés en manifestation, d'avoir été frappés, alors qu'ils étaient pacifiques. Voilà, même cas pour les Gilets jaunes. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 23 personnes qui ont perdu un œil en manifestation, des personnes qui étaient pour la plupart pacifiques, hein. Je pense à Jérôme Rodriguez, donc on voit la vidéo quand il se fait, quand il reçoit, je sais plus si c'est un LBD ou une grenade, mais de désencerclement, mais en tout cas voilà, il perd son œil, il est pacifique, hein, il fait rien, il est pas en train d'être violent avec les CRS. Donc l'État est violent. L'État est violent. Est-ce que la violence de l'État est légitime? Moi, je dirais non. Je pense que moi, si j'avais deux amies qui se mettaient en colère l'une contre l'autre, et que il y en avait une qui me disait écoute, je la déteste trop, je vais aller acheter un fusil et je vais la tuer. Qu'est-ce que je lui dirais? Vous pensez que je lui dirais ah oui t'as raison, vas-y, et puis à l'autre je lui dirais tu sais, elle va acheter un fusil pour te tuer, donc moi je te conseille d'aller acheter une Kalachnikov, comme ça tu t'es sûr de t'en sortir. Non, j'essaierai de calmer le jeu entre mes deux amis, de trouver des solutions, de discuter. J'appellerai nos autres amis, la famille, enfin bref, on essaierait par tous les moyens possibles d'apaiser la situation, de faire baisser la tension, de
pas faire monter la sauce justement. Et au contraire, le gouvernement, en général, le gouvernement français, c'est tout à fait l'inverse qu'il fait. Parce que, oui, justement, pourquoi? Moi, je pense qu'il en a rien à cirer, en fait, que les gens vivent dans la pauvreté. Le gouvernement, hein, pas forcément les Français. Si on faisait des référendums, si on demandait aux Français ce qu'ils pensent de la façon dont les choses sont gérées, en leur donnant un maximum d'éléments de réflexion, je pense qu'ils n'auraient pas cette réaction-là, et que, au contraire, hein, on demanderait à ce que cette histoire d'octroi de mer incroyablement élevé, qu'on fasse quelque chose pour le faire diminuer, que toutes ces taxes qui profitent à des familles qui sont des familles descendantes en fait des maîtres, hein, qui étaient à l'époque de l'esclavage, hein, donc des descendants des béquets qui continuent à s'en foutre plein les poches sur le dos des anciens, des descendants des esclaves. Il y a un problème. Donc je pense que s'il y avait un référendum, si on demandait aux Français moyens ce qu'ils en pensent, je pense qu'ils pencheraient pour que ça s'arrête et pour que les prix, même si effectivement à cause du transport ils peuvent être plus élevés, mais qu'ils ne soient pas aussi élevés. Et puis aussi que Martinique, Guadeloupe puissent commercer à leur guise avec les pays alentours. C'est aussi ça le problème, hein. C'est cette vision du monde, cette économie mondiale qui est dominée par une façon de voir, qui est dominée par le fric en fait, hein, tout simplement, le fric, mais pas le fric qui va aller dans la poche de Monsieur Tout le Monde, hein, le fric qui va aller toujours dans les mêmes poches. Voilà, donc plus t'en as et plus tu en auras en gros. Bon, voilà. Écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce lundi matin. J'espère que vous allez passer une super journée, malgré tout. Je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à découvrir mes romans, puisque je suis écrivaine indépendante. Donc, sur la plateforme Amazon, vous pourrez trouver mes romans en version papier et en version numérique. Il y en a pour tous les goûts. Je fais des expériences littéraires, donc allez-y, découvrez, faites découvrir, laissez des commentaires. Je vous remercie. Deuxième chose, j'ai fait des formations, des masterclass, des ateliers, donc que vous pouvez découvrir également sur cette chaîne. Voilà, c'est gratuit, profitez-en, allez-y. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Et puis, dernière chose, je suis coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, anorexie, boulimie, compulsion, ou alors qui veulent juste prendre ou perdre du poids et que un accompagnement pour eux, ce serait une bonne idée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas justement à la partager. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Si vous n'en avez pas envie, ne vous abonnez pas, ce n'est pas grave. Si vous avez envie de mettre un pouce, mettez un pouce, sinon ne le faites pas, ce n'est pas grave non plus. Je vous envoie plein de bonnes énergies et puis je vous dis à bientôt. Ciao.